Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, Saïd Djinnit à Kinshasa pour discuter des contours du dialogue national. L'envoyé spécial de l'ONU doit s'entretenir avec toutes les parties prenantes dans la vie politique congolaise. Les relations sino-africaines franchissent un nouveau cap. L'Empire du Milieu s'est engagé à verser 60 milliards de dollars d'aide au continent au cours des 3 prochaines années. Et puis l'administration pénitentiaire somalienne veut garantir la parité en son sein. Les femmes officiers ont récemment participé à l'élaboration d'un document en ce sens. Saïd Djinnit parviendra-t-il à débloquer la situation en République démocratique du Congo? L'envoyé spécial des Nations Unies est arrivé ce mercredi à Kinshasa. Objectif, s'entretenir avec les parties prenantes sur les contours du dialogue convoqué par le président Joseph Kabila. Alioune Guindo. Un nouvel espoir pour le dialogue national en République démocratique du Congo. Le mercredi 2 décembre 2015, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, Saïd Djinnit, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Objectif de cette visite, aider à réunir autour d'une même table de négociation opposition et parti de la majorité. Pour le gouvernement congolais, il s'agit d'un nouvel espoir d'aboutir au dialogue national convoqué par le président Joseph Kabila. Je pense que M. Saïd Djinnit est en consultation pour le compte du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, étant donné que le président Kabila a demandé à M. Ban Ki-moon de désigner un facilitateur pour rendre plus fluide le contact entre lui et certains milieux de l'opposition qui souhaitaient disposer d'un facilitateur international pour le dialogue que le président a convoqué. Le secrétaire général l'a envoyé pour consulter les uns et les autres et lui faire rapport et voir comment ils peuvent aider à la réalisation de ce projet. Si la visite de Saïd Djinnit est la bienvenue pour la majorité politique, une partie de l'opposition congolaise doute de la capacité du diplomate algérien à régler la crise en République démocratique du Congo. Je ne pense pas qu'il soit plus apte que les Congolais à définir les tenants et les aboutissants de ce dialogue national. Le pouvoir en place aujourd'hui veut se cacher derrière son petit doigt parce que l'idée de vouloir modifier à tout prix la Constitution, mais dès lors que la population congolaise s'est opposée, ils cherchent par tous les moyens à aller vers le glissement pour se maintenir au pouvoir. Et donc, on n'a pas besoin d'une énième rencontre, réunion des Congolais pour savoir s'il faut ou non y aller ou pas. On sait très bien où on veut amener les Congolais. Saïd Djinnit ne pourra rien du tout par rapport à cette situation-là. Le dialogue national convoqué par le président congolais Joseph Kabila est prévu pour le 27 novembre 2016. Un dialogue au cours duquel devraient être décidées les modalités des prochaines échéances électorales en République démocratique du Congo. Voilà 2 ans que l'opération Sangari est déployée en Centrafrique pour établir la sécurité. Mais aujourd'hui, la situation reste volatile dans le pays. Des sursauts de violence sporadiques sont enregistrés à l'approche des élections. Sur le terrain, la France désengage progressivement ses troupes pour passer le relais à la force de l'ONU, la MINUSCA. Mais quelques 900 soldats français sont toujours déployés dans le pays en force de réserve. La Banque ouest-africaine de développement s'engage à jouer pleinement sa partition dans la résilience aux risques climatiques. L'institution financière s'est dite disposée à apporter aux États un appui adapté par le biais de divers instruments. Explication avec Deo Gracias Podo. Avec pour objectif de faciliter l'accès des pays de l'UEMOA aux ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des projets répondant aux enjeux climatiques, la Banque ouest-africaine de développement a elle aussi dévoilé ses ambitions au sommet de Paris sur le climat. À travers sa stratégie environnement-climat 2015-2019, l'institution régionale veut mobiliser au moins 80 milliards de francs CFA, des fonds qui permettront de financer des projets climat sur les 5 prochaines années. Cette situation interpelle la BOAD dans son rôle de banque de financement du développement des États de l'UEMOA et justifie son plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières dédiées pour lui permettre de poursuivre son action d'accompagnement de ses États membres dans le développement sobre en carbone et résilient au changement climatique. Les États doivent faire preuve de créativité et d'innovation pour mobiliser des ressources internes, moteur le plus essentiel du développement. À cet effet, la BOAD, qui dispose d'une expérience avérée en matière de financement et de mobilisation de ressources, pourrait se positionner comme partenaire stratégique. En 2013, le volume des financements vers l'Afrique subsaharienne était estimé à 13 milliards de dollars. Une somme insuffisante selon les experts au regard des effets pervers du changement climatique qu'ont subi la plupart des pays de la région.
En ce qui concerne les besoins de financement des politiques en matière de changement climatique dans l'UEMOA, les coûts prévisionnels de mise en œuvre ont été estimés à près de 120 milliards de dollars. C'est déjà une bonne chose que la Banque ouest-africaine de développement annonce cet effort de financement. Il va falloir le compléter sans doute avec d'autres sources de financement. L'une des manières, c'est déjà que les États devront initier des projets innovants. Il ne faut pas délaisser les secteurs classiques, mais l'économie n'est pas contradictoire à une bonne gestion de l'environnement. À l'occasion de cette conférence sur le climat, les États ouest-africains insistent sur la nécessité d'adopter un accord universel, équitable mais juridiquement contraignant auquel toutes les nations souscriront. Mais déjà, la BOAD rassure, elle s'investira dans la mobilisation de ressources nécessaires au financement des éventuels projets environnementaux retenus comme priorité par les États membres de l'UEMOA. À noter que la journée d'action de la COP21 a lieu ce 5 décembre au Bourget en région parisienne. Un événement de haut niveau qui vise notamment à mettre en valeur les engagements et les initiatives les plus exemplaires prises par les acteurs non étatiques. La Chine et l'Afrique franchissent un nouveau palier dans les relations bilatérales. Le président chinois Xi Jinping a en effet promis 60 milliards de dollars d'aide au continent. C'était lors du sommet Chine-Afrique qui s'est ouvert ce vendredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les détails avec Lise Elsie à Kizimane. L'Afrique du Sud accueille le sommet Chine-Afrique. Lors de cette rencontre qui a débuté ce vendredi 4 décembre 2015 à Johannesburg, les dirigeants africains et chinois s'entretiennent sur le renforcement de la coopération sino-africaine. Premier partenaire de l'Afrique avec plus de 200 milliards d'euros d'échanges commerciaux par an, la Chine a réaffirmé son engagement vis-à-vis du continent malgré le ralentissement de sa croissance économique. Les enjeux du sommet Chine-Afrique sont fondamentaux et structurants pour le continent. Il faut rappeler que la Chine est le premier partenaire économique du continent et son influence n'a cessé de croître au cours des dernières années. Il se trouve qu'actuellement, il y a une sorte de ralentissement économique en Chine qui a une influence sur le continent. La Chine étant le premier acheteur de matières premières de la plupart des pays du continent, le ralentissement qu'on observe en Chine se fait voir aujourd'hui dans les revenus de certains États. On a une sorte de recul de la croissance qui était pourtant très performante au cours des 10 dernières années du fait du ralentissement économique que l'on constate en Chine. Il faut donc arriver au cours de ce partenariat à faire en sorte que la Chine ne soit plus seulement le pays qui aide à construire des infrastructures, à acheter des matières premières et faire en sorte que la Chine apporte encore un peu plus en matière d'industrialisation du continent. Dans son discours de ce vendredi, le président chinois Xi Jinping a promis 60 milliards de dollars d'aide à l'Afrique. Accordé principalement sous forme de prêts, cet investissement va financer 10 programmes de coopération sur 3 ans dans le domaine notamment de l'agriculture et de la réduction de la pauvreté. La Chine va partager avec l'Afrique les expériences de développement agricole, de transfert des techniques pratiques agricoles et va encourager les entreprises chinoises à développer des plantations à grande échelle, des méthodes de stockage et de transformation alimentaire pour augmenter les emplois locaux et les revenus des agriculteurs. Le président chinois Xi Jinping a profité de ce sommet pour faire escale au Zimbabwe où il a signé mardi 1er décembre 2015 plusieurs accords économiques. Et mercredi à Johannesburg en Afrique du Sud, il a également conclu avec son homologue sud-africain 26 accords bilatéraux pour un montant de 6,2 milliards d'euros. Une somme qui sera orientée vers les domaines industriels, agricoles, des infrastructures et de la coopération économique. L'administration pénitentiaire somalienne face au défi de la parité, les autorités veulent donner plus de chance aux femmes dans une profession dominée par les hommes. Ainsi, il est annoncé la création prochaine d'un réseau national pour les femmes gardiennes de centres de détention. Deogracias Podo. Sur initiative de la mission des Nations Unies en Somalie, les femmes officiers, membres de l'administration pénitentiaire du pays, ont participé récemment à l'élaboration d'un document portant sur l'égalité des genres. Baptisé Plan On Codes, il devrait permettre de combler le manque de représentation et de participation de la gente féminine dans les secteurs de la justice et de la sécurité en Somalie. Nous sommes venus ici pour participer à ce cadre d'échange et de formation. Avec les officiers des autres centres de détention du pays, nous pourrons mieux aider et soutenir les efforts des autorités pour garantir la sécurité de notre pays. Selon les Nations Unies, en Somalie, les femmes sont particulièrement vulnérables
est sous-représentée dans les institutions gouvernementales. Au cours des 5 dernières années, les forces de sécurité ont été formées sur la nécessité d'améliorer les conditions de travail des femmes en particulier et de renforcer leur rôle au sein de l'administration. Un pays qui ne dispose pas de gardiens de prison ne peut pas garantir la sécurité à ses citoyens. Les prisonniers livrés à eux-mêmes deviennent généralement de pires criminels et nuisent à la communauté. Notre rôle, c'est de parer à une telle éventualité. Les prisons somaliennes bénéficient d'un personnel féminin important comparativement à d'autres secteurs de sécurité du pays. Après 2 décennies de conflits, les autorités tentent toujours de rassurer les populations. Malgré les multiples attaques de rebelles islamistes, certains réfugiés ont commencé à rentrer au bercail. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.